Bon, d'abord, à m'intéresser à l'Antarctique, j'ai ramassé le virus parce que j'ai travaillé d'abord sur les remontées d'eau profonde au large du Maroc et de la Mauritanie, les zones de pêche. Et comme j'étais devenu spécialiste de ces remontées d'eau, j'ai été invité à travailler sur l'Antarctique parce qu'il y a une immense remontée d'eau profonde, ce qui vous explique la fertilité de l'océan austral. Et une fois vous êtes là, vous attrapez le virus. Parce que vous allez autour des icebergs, vous frayez, si je peux dire, autour du pack. À l'époque, on n'avait pas de brise-glace pour y aller. Et vous aviez envie de comprendre ce qui se passe. Et mon coup de foudre est venu quand je suis allé à McMurdo. Donc j'ai pris l'avion depuis la Nouvelle-Zélande, l'avion de la marine américaine, les Hercules. J'ai atterri sur la barrière de glace. Et puis le Polar Duke, que vous avez vu, le bateau rouge, n'arrivait pas à passer la glace qui était trop épaisse. Donc j'ai séjourné, un séjour inattendu, plusieurs jours à McMurdo. Et je me suis donc plongé dans cette ambiance. J'ai été visiter la cabane de Scott. J'ai discuté avec les gens autour. Je me dis, mais comment ça se fait que c'était un homme qui était extrêmement organisé, comment ça se fait qu'il n'a pas réussi? J'ai envie de comprendre. En retournant, j'ai fait escale à Christchurch, qui est en Nouvelle-Zélande, et je me suis précipité dans une librairie pour acheter un bouquin que je vous recommande, qui est écrit par Jerry Garrard, qui est traduit maintenant en français, qui s'appelle « Le pire voyage au monde ». Et Jerry Garrard était un des équipiers de Scott. Il n'était pas dans la partie finale pour le pôle Sud. Mais il raconte toute cette expédition, les qualités humaines de Scott et de ses hommes, de façon générale. Et j'ai envie de comprendre, d'aller plus loin. J'ai envie de comprendre pourquoi. Est-ce que Scott véritablement a échoué, comme on dit? Ou bien, quand on regarde les résultats scientifiques des expéditions de Scott, c'est extraordinaire. Il est allé au pôle Sud, certes, il n'en est pas revenu, mais les autres hommes de l'équipe de Scott ont exploré les chaînes de montagnes, ils ont fait des représentations en 3 dimensions de la chaîne de Victoria. C'est resté pendant des années comme la référence, avant que les reconnaissances aériennes, par photo aérienne, bien sûr, ne permettent d'avoir de meilleurs outils. Sur le trajet du Terra Nova, ils avaient des filets à plancton, ils ont fait des inventaires de plancton. C'était exactement dans mon domaine, moi j'y suis retrouvé, l'observation des oiseaux. Donc véritablement, j'avais envie de comprendre pourquoi. Et surtout, en allant alors à Tokyo un jour, j'ai l'habitude de faire des maquettes motorisées pour les petits-enfants. Et donc j'ai trouvé une belle maquette qui était à l'Institut polaire, qui s'appelait le Shirazé, un brise-glace. Et j'ai demandé à mon collègue Mitsu Fukushi, c'est qui Shirazé? Comment? Tu ne connais pas notre héros polaire? Voilà, donc je me suis dit, eh bien, il faut que j'apprenne qui c'est. Alors, je ne lis pas le japonais, mais par chance, je connaissais une bibliothécaire, une employée de la bibliothèque de l'université de Cambridge, dont le nom est japonais, qui était en train de traduire en anglais le rapport de Shirazé. Ce qui m'a permis effectivement d'avoir l'essentiel de son affaire et de raconter l'histoire. Voilà, c'est comme ça que je me suis passionné pour cette histoire de Scott, d'Amundsen bien sûr en comparaison, et aussi de Shirazé. Donc en fait, on a une vision qui est, je dirais, très caricaturale des hommes. Et Amundsen lui-même, que j'ai présenté là, de façon très positive dans cette conférence, et je crois que c'est tout à fait justifié, on imagine qu'il est allé tout de suite, d'un seul coup au pôle. Amundsen a fait une erreur tragique. C'est ce que j'explique dans le livre, c'est qu'il était tellement obsédé d'arriver le premier, avant Scott, que dès que, à la fin de l'hiver polaire, dès que le soleil est apparu à l'horizon, c'était au mois de septembre, il a lancé son expédition avec 8 hommes. Et les chiens, les traîneaux à chiens. Les conditions étaient horribles. Les chiens groenlandais sont morts, ce qui est exceptionnel dans ces milieux, ils sont totalement résistants et adaptés. Ils se sont enferrés dans les séracs. Il a dû s'arrêter, parce qu'il a failli perdre un de ses hommes. Il a ramené tout le monde dans la base, et il y a eu une révolte. Il y a eu une révolte contre le chef, alors qu'il était un peu pour eux le dieu. Et Amundsen a dû réaliser qu'effectivement,
il fallait qu'ils repartent dans des conditions un peu moins rudes. Ils avaient quand même le sens des réalités. Finalement, ils sont partis à 5 seulement au lieu de 8. Et les autres, bien sûr, ont été chargés d'une tâche qui était l'exploration de la terre d'Édouard VII pendant ce temps-là. Mais vous voyez, donc on a des images comme ça très caricaturales des hommes. La réalité n'est pas celle-là, et c'est pour ça que ça vaut véritablement la peine de se plonger dans leur aventure. Parce que c'est d'abord une aventure d'homme, et on a tous nos faiblesses, nos forces, nos faiblesses, nos contradictions, nos espérances. C'est ça qui fait une aventure, finalement. C'est d'aller au bout. Amundsen était obsédé par le fait de ne pas connaître la même aventure que Peary et Cook, dont la véritable conquête a été remise en cause, de telle sorte que quand il est arrivé sur place, au point estimé, il a commencé par faire faire par ses hommes un rayon de circonférence de 20 km pour être sûr que là-dedans, dans ce cercle, le pôle sud y serait. Et il y était. Donc c'était d'excellents, on peut dire, navigateurs, en tout cas manipulateurs du sextant, donc c'était tout à fait... Voilà, bon, je crois que c'est comme ça qu'on naviguait à l'époque, sans parler des autres signes. Bon, les oiseaux, le changement de l'avifaune, tout ça a été rapporté dans les rapports antérieurs. Vous aviez la température également, qui vous renseigne quand vous passez les fameux fronts dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez quitté la zone subtropicale, vous passez dans la zone subantarctique, la zone antarctique. Donc tout ça sont des moyens qu'ils utilisaient parfaitement pour savoir où ils étaient, où ils voulaient aller. On va parler du traité sur l'Antarctique, parce que ce traité d'Antarctique a été signé en 1959, je crois, qui gèle les revendications territoriales et qui est la protection de l'environnement, et ça c'est très important pour le pôle Sud. Donc le devenir de ce traité, y a-t-il une menace sur ce traité? Pression de certains États pour exploiter les ressources et les richesses naturelles. Est-ce qu'il est bien ficelé que la pérennité de ce traité peut-il être remis en cause? Un traité est un traité, hein. C'est-à-dire qu'en fait, tout peut être remis en cause à tout moment. Mais juste pour dire le caractère, on peut dire, extraordinaire de ce traité, c'est que, donc, imaginez notre globe, notre planète Terre, il y a un seul lieu de cette planète Terre, finalement, qui est dédié à la science, hein, qui ne peut pas faire l'objet d'une revendication territoriale, même s'il y en a, je vais en donner quelques exemples, qui ne peut pas faire l'objet d'une occupation militaire, en l'occurrence, ni d'une exploitation économique extraordinaire dans le milieu, la mentalité où nous sommes. Donc il y a effectivement des menaces. Alors, juste pour essayer de les caractériser, il y a du charbon en Antarctique. Hein. Il y a des métaux en particulier tout à fait utiles, notamment pour ce qui est des composants électroniques. Il y a aussi au large de l'Antarctique des réserves d'hydrocarbures. Vous avez peut-être vu à la télé de nouveau un petit peu d'agitation du côté des Malouines. Bon, ça fait partie de l'océan austral, cet espace-là. Alors on peut se dire, est-ce que l'homme peut être assez fou pour aller faire de l'exploitation minière, ou pétrolière, ou gazière, dans des lieux aussi rudes, aussi extrêmes? On peut en douter. Mais on peut dire aussi que l'homme est un prédateur et il est parfois prêt à tout. Sans doute, je reviendrai sur la réponse à votre question après, mais juste pour le dire, la principale menace est du côté de l'Arctique. Parce que le PAC, en tout cas la glace de mer, l'extension en été diminue fortement, et je crois qu'on est réellement parti pour le faire. Alors pour l'Antarctique, les Russes en particulier ont quelques intentions de ce côté-là, les Chinois aussi ont annoncé la couleur, mais je reste optimiste pour ma part. Je ne pense pas que, à la fois pour des raisons de réalisme, c'est-à-dire la faisabilité de ces exploitations et la pression internationale qui reste forte pour sauvegarder ce continent, je pense qu'effectivement, ça ne devrait pas se faire, mais qui sait. Alors juste pour raconter une anecdote, combien c'est extraordinaire, je me suis trouvé quand j'étais en mer de Ross, Jean-Louis Etienne traversait l'Antarctique avec 5 autres équipiers,
et nous étions convenus de nous appeler par radio. Et en fait, il s'est trouvé que pour les officiels, l'équipée de Jean-Louis Etienne n'a jamais eu lieu, c'est une équipée fantôme, puisque c'était une mission privée, non reconnue par le gouvernement. J'étais sur un navire affrété par le gouvernement des États-Unis. Le radio m'a expliqué que légalement, il ne pouvait pas passer la communication. Très amusant. Hein. Donc bien sûr, ça montre tout simplement que c'est le côté sympathique, quelles que soient les règles, quand elles sont un peu absurdes, les hommes de toute façon savent se retrouver. Et c'est une des grandes qualités, je dirais, de ces milieux extrêmes, c'est que ces milieux extrêmes incitent à la solidarité entre les hommes. Quand il y a un pépin dans l'Antarctique, on y va tous, on va au secours de ceux qui sont en difficulté. Et je crois que c'est aussi pour cela, indépendamment du traité, parce qu'il permet l'exercice d'une solidarité, que nous restons focalisés par ce lieu unique sur la planète Terre. Et entre autres question, l'université flottante, sur le bateau Marion Dufresne. Qu'est-ce que c'est l'université flottante? Alors ça c'est chouette également, alors imaginez qu'est-ce qu'on vous être jeune. Hein. Ah ben, vous avez une bande d'étudiants qui, pendant un mois et demi, sont embarqués sur le Marion Dufresne, alors qui participent aux travaux de recherche, par exemple. Ils vont participer aux travaux de carottage, c'est-à-dire on va, à l'aide d'un grand tube, par exemple, arriver à récupérer le sédiment, le remonter, ou bien faire des pêches de plancton, ou étudier la qualité de l'eau, en relation avec les satellites, regarder la distribution de la température et du plancton, et en même temps, ils reçoivent des cours. Il y a bien université, de telle sorte qu'ils ont effectivement vu la recherche en action, eux-mêmes ont été en action, ils ont pu se tester, et puis franchement, ils ont été à bord d'un navire, en quelque sorte dans un groupe. C'est ça aussi la recherche, c'est-à-dire que c'est pas seulement rechercher, trouver, mais c'est vivre ensemble. Et c'est cette qualité de vie que nous avons, nous les marins, en quelque sorte, qui rend probablement si attachant, quelle que soit d'ailleurs la marine en question. En tout cas, la marine de recherche, c'est ça. C'est aussi une expérience humaine, d'abord, avant d'y aller.